très contente des échanges qu'il y a eu ce matin. Je pense qu'on a eu une belle matinée très constructive et j'imagine qu'on va être en mesure de continuer de cette façon-là pour cet après-midi où on va vers les solutions. Avant de redébuter l'après-midi, j'aimerais tout d'abord souligner la présence de Mme Andréane Larouche, qui est assise à une table aussi avec des participants, qui est là ce matin. Donc, merci d'être là, Andréane Larouche, députée fédérale de Shefford. Il y a M. François Malardel qui est arrivé avec nous, député de Granby, ministre de la Sécurité publique, ministre de l'Estrie. Très contente que tu sois là, François. Merci beaucoup. C'est important, autant, oui, parce que tu es notre député, mais comme ministre de la Sécurité publique, je pense que c'est quand même au fait de tout ce qui est vécu au niveau de l'itinérance, un peu partout au Québec, ce que notre service de police ici même vit également. Puis on sait que tu es un allié pour venir travailler au niveau de cette cause-là et de venir appuyer le ministre aussi, Lionel Carman, dans tout ça. Donc, merci beaucoup de ta présence, François. Et maintenant, bien, Bruno Marchand, maire de Québec, là, on va te redonner ton titre, là, Bruno. Vraiment très contente de ta présence. Bruno est ici, oui, comme maire de Québec, qui est une ville aussi qui vit des situations d'itinérance, mais aussi comme président du comité d'itinérance de l'Union des municipalités du Québec. Et d'ailleurs, quand on est allé en mars dernier, on est allé à Copenhague faire un voyage en mobilité durable. Il y avait une autre partie du voyage où je n'ai pas pu participer, mais où Bruno est allé en Finlande, où ils ont vraiment découvert, pas découvert, mais où ils ont appris des Finlandais un peu comment ils ont diminué toute la situation d'itinérance. Donc, il va aussi vous parler de ça. Donc, sans plus tarder, je laisserai la parole à M. Bruno Marchand, maire de Québec. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Elle dit, vous pouvez applaudir. Un de mes grands mentors m'avait bien appris que quand on applaudit au début, c'est un acte de foi. Alors, merci pour votre foi. Et il m'a aussi dit, cette personne-là, qu'à la fin, c'était un acte de charité. Alors, ça permet de rester humble. Madame la députée, Monsieur le ministre, Madame la maire de Québec, la mairesse de Québec, il y a quelques petits enjeux que je vous laisse régler. Ça me fera plaisir. Non, pas qu'il n'y en a pas à Granby, là. Merci de l'invitation, distingués invités. Merci d'être là. Alexandra, tantôt j'entendais quand tu disais « on éteint des feux ». Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. On éteint ici, chez vous, mais aussi partout au Québec. Et pas juste au Québec. La situation est comme ça au Canada, et comme ça aux États-Unis, et comme ça en Europe. On a le sentiment d'éteindre des feux. Des feux qui sont importants parce que je pense qu'on ne peut pas mieux le témoigner que ce que Jean-Marie Lapointe a fait dans ce vidéo, à quel point derrière chaque feu, si je peux dire ainsi, là, il y a un humain. Il y a une femme, il y a un homme, il y a un jeune, il y a un moins jeune, qui met un genou au sol et qui ne trouve pas les façons par lui-même de trouver cette voie de passage-là. Ou pense l'avoir trouvée, puis des fois, c'est pas toujours heureux, des fois, ça l'est plus ou moins. Ça m'a fait penser, quand tu disais ça, Alexandra, je me permets de te tutoyer, mais il y a beaucoup de politesse derrière mon dessus. À cette histoire qu'on m'avait contée du bûcheron dans un bois qui scie des arbres parce qu'on lui a donné la consigne, la commande de couper un boisé. C'est moins tendance, vous allez me dire, mais l'histoire est quand même intéressante. Et là, il se défonce à couper les arbres dont on lui a donné le mandat de couper. Et il y a un marcheur, vous, qui marchait, une marcheuse, et qui marchait dans le sentier, l'entendait travailler à battre les arbres, à couper les arbres dont il a le mandat de couper. Et sa situation, elle vous intrigue. Fait que vous le regardez un peu de loin, puis par ce samedi matin où la vie est belle, vous décidez de vous approcher. Puis plus vous approchez, plus vous apercevez que le bûcheron, il en suit une shot, là. Il en travaille une Christie de shot. Puis un arbre attend pas l'autre, puis il arrête jamais, puis il travaille, puis il travaille, puis il travaille, puis il travaille, puis il travaille. Et c'est pas mêlant, il a beau faire moins 20 dehors, là, il est tout en sueur. Il se donne, il se donne, il se donne. Fait qu'à un moment donné, votre curiosité est piquée au vif. Fait que vous lui demandez qu'est-ce qu'il fait. Ah ben, il dit, j'ai pas le temps de te parler, tu vois bien, je coupe des arbres, j'ai tout ça à couper. Parfait. Puis en le regardant travailler, vous apercevez que sa scie n'est pas du tout aiguisée. Mais c'est pas grave, il n'arrête pas, il travaille encore plus fort. Fait que vous prenez votre courage à deux mains, même s'il a peu envie de vous parler parce qu'il est très occupé, et vous lui demandez pourquoi il
prend pas le temps d'arrêter aiguiser sa scie. Puis sa réponse, c'est de dire, j'ai pas le temps. Regarde tout ce que j'ai à faire. Regarde l'immense tâche que j'ai à faire. Je ne peux pas arrêter, je vais perdre du temps. Et je me sers toujours de cette anecdote parce que, autant que nous sommes, je pense, peut-être qu'elle vous parle un peu, ou à vous de juger, mais moi, elle me parle beaucoup parce que dans beaucoup de sphères de nos vies, on est parfois ce bûcheron ou cette bûcheronne qui, devant l'immensité de la tâche à accomplir, devant l'engagement qui est le nôtre, devant ce désir de mieux faire, on continue de faire, mais si on arrêtait juste parfois, juste un temps soit peu, prendre le temps d'aiguiser notre scie, notre travail serait beaucoup plus efficace. Et quand je dis ça, ce n'est pas un blâme à personne en passant. Je fais juste dire, on est devant un contexte au Québec, parlons du Québec parce que c'est ça qui nous concerne, qui n'est pas la faute de personne. Il n'y a personne qui a dit un jour, « Ah, moi je rigole, l'itinérance va monter, ça va faire mon affaire. » Personne n'a jamais dit ça. Il n'y a pas un gouvernement qui a voulu ça, il n'y a pas une mairie, il n'y a pas des organismes communautaires, un service de police, des intervenants, des gens du CIUS. Il n'y a personne qui a dit ça. C'est pas grave, moi je m'en fous. J'ai jamais rencontré quelqu'un au Québec qui m'a dit « Je m'en fous ». On a des gens engagés, des gens dédiés, du monde qui travaille fort, qui travaille de plus en plus fort parce que quoi? La situation rempire. Et elle rempire à une vitesse où on est incapable d'absorber le flot. Fait que la commande des arbres aciers est énorme. On n'a pas tant de scie que ça aiguisé. On n'a pas tant de ressources que ça. Puis on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes, puis vous le faites avec un cœur grand comme la terre. Mais je reprends les mots d'Alexandra. Il y a des moments où on finit par douter. Il y a des moments où on se dit, c'est épuisant. Il y a des moments où on se dit, merde, j'éteins un feu, puis il y en a un autre qui est rallumé, puis il y en a un autre qui est rallumé, puis il y en a un autre. Fait que j'en éteins un autre, puis il y en a 3 autres de plus. Et humainement parlant, quand on passe toujours en dessous de la barre, qu'est-ce qui arrive? Bien, nécessairement, on s'épuise. Alors, comment on fait? Comment on fait pour renverser la tendance? Parce que ça ne peut pas être de dire à des humains qui prennent soin de d'autres humains, arrête. Utilise plus ton cœur, utilise plus ce pourquoi tu le fais, le sens que ça te donne, cette communauté que tu veux bâtir. Arrête demain matin, là. On va prendre le temps de réfléchir, d'aiguiser ta scie, c'est le temps d'arrêter, ça ne se peut pas. En même temps, et c'est ce qui nous a guidés à l'UMQ, et je vais faire une séquence qui n'est pas du tout une infopub, qui est quelque chose auquel je crois vraiment. Vous avez une mairesse extraordinaire, sincèrement, avec une équipe extraordinaire, qui amène les dossiers de plusieurs villes, villages, communautés, parce qu'elle joue un grand rôle à l'UMQ, pour dire il est peut-être temps qu'on arrête de se dire, bien, Granby va trouver ses solutions tout seul, puis Québec va trouver ses solutions tout seul, puis Montréal va trouver ses solutions tout seul, parce qu'on est tellement différents. L'UMQ, ce qu'on a cherché à faire, avec des gens de la qualité de Julie, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on réalise que tout ce que vous avez nommé ce matin, puis c'est important de faire ce diagnostic-là, là, tout ce que j'ai entendu, je suis arrivé au début de... quand les gens ont amené ce que vous aviez dit à vos tables, là, partout où je vais, Julie pourra en témoigner, partout où on va, puis je suis sûr que François pourra en témoigner aussi, cette situation-là, là, elle est relativement similaire partout. Ce que vous entendez des commerçants ici, c'est ce que j'entends à Québec. Puis quand je dis ça, il n'y a pas de critique, c'est la réalité. Des commerçants inquiets, des commerçants qui doutent, des commerçants qui ont peur, des commerçants qui se sentent dépourvus. Ce que vous entendez des groupes communautaires, c'est ce qu'on entend à Montréal, c'est ce qu'on entend à Saint-Lin-Laurentide, c'est ce qu'on entend dans des petites villes, des grandes villes, des moyennes villes. On a l'impression, plus souvent qu'autrement, d'être tellement unique qu'on se dit, bien, on doit être tout seul à vivre ça. Alors, avec l'Union des municipalités, ce qu'on se dit, c'est qu'on ne peut plus vivre ça tout seul. On ne s'en sortira pas. Tant qu'on pense qu'il y a un enjeu à un endroit, puis que les gens de l'endroit se débrouillent tout seuls, on ne s'en sortira pas. C'est comme ça qu'on est arrivé au sommet sur l'itinérance, qui était une pierre importante, pour mettre en lumière la question de l'itinérance au Québec. C'est quand même phénoménal qu'aujourd'hui, tous ces gens-là de Granby soient réunis pour parler d'itinérance. Avouez. Ça démontre l'importance du problème, là, mais vous aviez tous d'autres choses à faire aujourd'hui. Là. Vous aviez tous d'autres choses à faire. Mais parce qu'on est capable au Québec d'avoir cette humanité et de se dire que la situation n'est plus tolérable, on décide de se prendre en main. C'est quand même les germes d'une suite qui pourrait être heureuse. Il faut quand même reconnaître ça, là, malgré que je sais, quand vous allez sortir ce soir, vous allez vous dire on n'a peut-être rien changé. On a quand même ici les germes, puis je ne suis pas en train de dire que ça commence aujourd'hui, mais ça continue aujourd'hui, les germes de quelque chose qui peut peut-être faire la différence. François, avec qui j'ai eu la chance d'attendre pour me rendre
au lunch, qui est un homme que j'estime pour l'avoir croisé 2 fois, notamment la dernière fois au sommet à Québec, me disait des fois, il faut aussi prendre le temps. Pas prendre le temps, c'est pas de se prendre le temps de se faire 4 ans un plan d'action, puis on va revenir dans 4 ans avec des actions, là, c'est pas ça. Mais prendre le temps, comme vous le faites aujourd'hui, de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la réalité de la police? C'est quoi la réalité du groupe communautaire? C'est quoi la réalité du commerçant? C'est quoi la réalité des élus? C'est quoi la réalité de tout un chacun qui fait en sorte que si on ne s'en sort pas de notre perspective individuelle, on va juste faire ce que chacun doit faire, on n'y arrivera pas collectivement. Moi, dans le changement organisationnel, j'utilise un modèle de John Kotter à Harvard. Ça a l'air savant de même, mais je l'utilise parce qu'il est simple. Première étape, créer un sentiment d'urgence. Je pense qu'au Québec, il y a un sentiment d'urgence sur l'itinérance. Porté par plusieurs, porté par des groupes, porté par des citoyens, porté par des institutions qui nous disent, si on ne change pas, on s'en va dans le mur. Puis on ne peut pas juste se fermer les yeux en disant la situation va se rétablir d'elle-même. Là. On n'avait pas d'itinérants Granby visible, on en a 50 autour d'eux dans le dernier décompte. On n'a juste à rien faire. Là, dans 3 ans, ça va redevenir 0. Vous le savez, ça ne marchera pas. Quand on regarde les villes dans le monde qui se sont fermées les yeux, pas nécessairement, là, quand je dis ça, c'est pas méchamment, là, mais qui se sont fermés les yeux en se disant on ne peut rien faire à l'itinérance. Qu'est-ce qu'on a vu? Partout, ça s'est empiré. Et les conditions économiques actuelles, je ne sais pas si vous avez une boule de cristal différente de la mienne, c'est pas vrai qu'on va régler nos enjeux de logement d'ici une année. Ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans devant l'immense problème qui est le nôtre. C'est pas vrai qu'on va régler nos enjeux de santé mentale en se disant ouais, je pense qu'à partir de mars, là, ça devrait être bon. Mais non. C'est pas vrai qu'on a parlé de fentanyl, on a parlé de drogue, on sait qu'on en a pour plusieurs mois à travailler ensemble, plusieurs années à travailler ensemble. Mais on sait qu'il y a un sentiment d'urgence. Ça, c'est fondamental. Des fois, par contre, ce que j'entends, c'est « ouais, mais on peut-tu vraiment faire quelque chose? » Parce que c'est beau avoir un sentiment d'urgence. Vous avez beau avoir un sentiment d'urgence, si je vous dis qu'il faudrait courir le 100 mètres en bas de 10 secondes, vous avez beau avoir le sentiment d'urgence à côté dans le piton, il n'y a personne ici qui va y arriver, c'est un peu décourageant. Fait qu'on se dit, c'est peut-être une situation inéluctable. Peut-être qu'on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Puis on va atténuer à travers une méthode de réduction des méfaits, peu importe la méthode qu'on utilisera. On va prendre soin du monde, mais on va faire ce qu'on peut. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Puis je vais vous montrer un tableau à la méthode des années 80, puisqu'on ne verra pas à l'écran. OK? Une courbe que vous voyez descendre. Là. Julie pourra vous l'acheminer. Là. Ça, c'est l'historique de l'itinérance en Finlande. Plus de 18 000 personnes itinérantes en 1987. En 2021, avec leurs dernières statistiques, moins de 4 000. Et ils visent 0 itinérance pour 2027. Ça se peut. C'est pas parce que ça va mieux en Finlande. Il y en avait 18 000. C'est pas parce qu'économiquement, ils sont devenus différents des autres. C'est pas parce qu'il n'y a pas de crise migratoire. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu de santé mentale. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'accès aux drogues. C'est pas parce qu'il n'y a pas de port pour rentrer un paquet de cochonneries que les gens consomment pour oublier leur douleur. Non. Ils ont tout ce qu'on a. Puis ils n'ont pas une culture si différente de nous que ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 1986, il y a eu un hiver dur, puis il est mort beaucoup d'itinérants. Puis ils se sont dit, cette année-là, ça va être terminé. Il y a une volonté qui a émergé de gens du milieu qui se sont dit, ça va être terminé. Moi, je pense que c'est notre base. C'est comme Québécoises, comme Québécois, on se dit, ça va être terminé chez nous aussi. Savez-vous quoi? Ça se peut que certains d'entre nous, on ne soit plus dans les fonctions qu'on occupe. Ça se peut que certains d'entre nous, on soit à retraite. Ça se peut que ça prenne 10, 15 ans. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de flagornerie. Ça a commencé en 1987 et ils visent l'arrivée de leur objectif en 2027, 30 ans plus tard. Est-ce que ça prendra 15 ans au Québec? Est-ce que ça en prendra 20? Est-ce que ça en prendra 30? Est-ce que ça en prendra 8? Aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Mais y a-t-il un objectif plus noble que celui-ci à se donner comme collectivité? Puis quand je dis ça, les gens souvent sont frileux parce qu'ils me disent « Ouais, mais là, c'est comme dans les affaires olympiques, là, on cache les itinérants, on les cache à quelque part, puis on ne veut pas les voir, puis on est content, puis on sort des statistiques, puis bravo, on est champion. On n'a plus d'itinérants juste avant les Olympiques. Parfait, bravo. » C'est pas ça qu'ils ont fait, la Finlande. Là. Ils ont comptabilisé les itinérants qui sont sans domicile fixe à l'extérieur. Ils ont comptabilisé l'itinérance cachée, celle des gens ou le couchsurfing, qu'on voit plus souvent chez les femmes.
Ils ont comptabilisé ceux qui n'étaient pas dans des situations instables. Ils ont comptabilisé ceux qui étaient en institution. Tu es en institution, tu es considéré comme une personne qui n'a pas de domicile. On le compte. Ils ont fait quelque chose de pas flagorneur. Ils n'ont pas triché les statistiques, mais ils ont accepté de se regarder dans le blanc des yeux, comme on le fait dans le dernier décompte, puis de se dire, ça serait-tu le temps qu'on se dise, comme Québec, qu'on a cette ambition-là? Moi, c'est ça à quoi je nous appelle. Vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas de pouvoir sur le Québec. Non, mais à votre gang ici, là, vous pouvez changer le Québec. Pourquoi? Parce que vous pouvez être un lieu fort où le changement sera amorcé dans une façon où il sera inéluctable. Il y a suffisamment de gens ici pour que dans la région, là, sur une période de, évidemment, plusieurs mois, plusieurs années, il y a un changement qui continue de s'opérer et qui fasse boule de neige au Québec. Oui, vous pouvez changer le Québec. Je ne veux pas vous mettre de la pression sur les épaules, là, mais savez-vous quoi? On a besoin que vous changiez le Québec. On a besoin que vous changiez le Québec. Et non pas comme quelque chose de lourd à porter, mais comme quelque chose sur lequel, comme les Spartiates faisaient, je ne vais pas me protéger moi, je vais protéger mon collègue, on va se protéger entre nous, puis on va y arriver. Alors, première des choses, le sentiment d'urgence, oui, mais je pense le sentiment de capacité. Nous sommes capables. Et je pense qu'il est grand temps au Québec qu'on retrouve cette capacité de bâtisseur où on accepte d'aborder les défis et de se dire « c'est pas vrai qu'ils vont nous arrêter. C'est pas vrai qu'ils vont nous arrêter. » Ça va prendre du temps. Ça ne sera pas facile. On n'a pas toutes les solutions. Mais c'est pas vrai qu'on va laisser aller les choses. Parce qu'au bout de chaque histoire, il y a un André, il y a une Jacqueline, il y a un Thomas, il y a une Sylvie, pour qui on va faire la différence. Deuxième chose, construire une coalition de gens qui ont envie de leader, qui ont envie d'influencer. J'ai-tu besoin d'aller plus loin aujourd'hui? La réponse est non, vous avez votre coalition. Troisième des choses, avoir une vision stratégique. Une vision stratégique, ça commence par quelques grands principes sur lesquels on se dit ces principes-là vont nous dépasser comme défi organisationnel que nous avons. Une des choses auxquelles on se heurte à Québec, je présume que c'est comme ça ici, puis c'est comme ça dans plusieurs endroits. J'ai travaillé dans le privé, j'ai travaillé dans le communautaire, j'ai travaillé dans le public, j'ai travaillé dans tous les espaces. Et on aime beaucoup, beaucoup se dire que c'est la faute de l'autre. Ah, c'est extraordinaire. Les maudits commerçants, les Christi d'organismes communautaires, la police. Ah, la police. Hein? Les élus, les politiques, le Québec, le Canada, la Terre entière, l'univers, la Voie lactée. Hein? Ouais. C'est tellement facile de voir la solution à l'extérieur de nous. Ça nous protège. C'est vrai, les groupes communautaires, hein? C'est vrai, les policiers, les policières, c'est vrai, les politiciens. Hein? Mais savez-vous quoi? Tant qu'on va faire ça, on a beau avoir de grands objectifs, on n'y arrivera pas. Alors, qu'est-ce qu'on vit à Québec? Je sais que vous le vivez, c'est comme ça. La nature humaine, c'est de se dire, moi, ma mission d'organisation, c'est ça, puis je vais faire ça. Et je m'attends que les autres autour de moi travaillent mieux avec moi. Moi, je n'ai pas besoin de travailler mieux qu'eux autres, là. Mais eux autres devraient mieux travailler avec moi. Hein, vous savez, en entreprise, quand on demande aux gens qu'est-ce qui va mal, une des réponses qui nous vient souvent, c'est on travaille trop en silo chez nous. Dans plusieurs questionnaires de changement organisationnel, j'ai fait, les gens répondent ça. C'est trop en silo dans notre organisation. Parfait. Et là, quand tu grattes, tu demandes aux gens, ça veut dire quoi? Bien, finalement, tu apprends que les autres devraient mieux travailler avec eux. C'est les autres qui sont en silo. Parfait. Est-ce que toi, tu es prêt? Non, mais nous, on ne travaille pas en silo, là. Ah, c'est drôle parce que les autres m'ont dit que toi, tu travailles en silo. Donc, on travaille tous presque en silo. Pourquoi? Parce que c'est complexe, parce qu'il n'y a pas de mauvaise volonté. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, si on ne respecte que nos propres bulles, on n'y arrivera pas. Je suis désolé de vous dire ça, on n'y arrivera pas. Ça veut dire quoi? Changer, ça veut dire aussi que le CIUS va devoir être meilleur, que la ville va devoir être meilleure, que les organismes communautaires vont devoir être meilleurs, que la police va devoir être meilleure, que les commerçants vont devoir être meilleurs, que tout le monde a une partie de responsabilité là-dedans. Et ça, c'est plate en maudit. Parce que tu en es déjà à côté, jusque dans le toupette, tu travailles comme un cochon, une cochonne à te défoncer, ton humanité est grande comme ça, puis là, on te dit, sais-tu quoi? Il faudrait que tu changes. Hey, pousse pas ta loque, man. Retourne dans ta ville, va régler tes petits problèmes, régler ton tramway, hein? Après ça, tu viendras nous faire la leçon. Bien, c'est les problèmes qu'on vit nous aussi, là. C'est les problèmes qu'on vit nous aussi. Avant, la Ville de Québec, qu'est-ce qu'on se disait? On se disait, c'est la faute du CIUS, c'est la responsabilité du CIUS. Nous autres, on est une ville, puis dans nos responsabilités, bien, on n'a pas l'itinérance, c'est le gouvernement du Québec puis le CIUS. Savez-vous quoi?
Le gouvernement du Québec ne peut pas s'en laver les mains. Puis François ne sera pas surpris de m'entendre. Il a une responsabilité. Il doit être meilleur. Pas François, là, c'est pas tant lui qui travaille ça, mais le gouvernement du Québec doit être meilleur. Il ne peut pas s'en laver les mains. Puis comptez sur moi pour lui rappeler. Mais, c'est pas vrai que moi, je peux m'asseoir et dire, nous autres, comme ville, avec Christy, qu'on est bon. Si le gouvernement du Québec était meilleur, ça serait tellement mieux. Ben non. Parce que nos réflexes, on les avait, nous autres aussi. Non, mais nous autres, on ne peut pas faire ça, c'est compliqué, une ville, ça fait ça, attention, c'est dangereux. Mettez pas le pied là, tout d'un coup, monsieur le maire, faites attention. On fait juste ça, faire attention. Puis je regarde la situation, puis elle ne fait que se dégrader. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on est en train, ensemble, de travailler à se remettre en question. Puis savez-vous quoi? C'est pas parfait. Puis si vous venez à Québec, il y a du monde qui va vous dire « ça me travaille, ça me démange, je ne suis pas d'accord ». Parce que c'est ça aussi le changement. Mais on s'entend tous là, dans cette salle. Le statu quo est inacceptable. Vous ne seriez pas ici. Si le statu quo n'était pas acceptable, ne perdez pas votre temps ici. Faites d'autres choses aujourd'hui. Vous êtes ici parce que vous vous dites « ça se peut pas, on ne peut pas continuer comme ça chez nous ». On ne peut pas continuer de voir cette souffrance-là et se dire « on est mal pris, on n'a pas assez de ressources, on n'y arrive pas ». On ne peut pas faire ça. Donc, on est obligé de se dire « OK, comment on va prendre le temps pour se réfléchir un peu entre nous et se dire « OK, ça veut dire quoi? Oui, ta mission, c'est ça. Il va peut-être falloir que tu la fasses un peu autrement. Oui, nous, on a toujours fait ça comme ça. Il va peut-être falloir le faire un peu autrement. » Ça ne veut pas dire, quand on dit ça, que ce qui a été fait était mauvais. Quand on dit ça en changement organisationnel, vous savez, on dit, si vous voulez réussir un changement organisationnel en entreprise, dites aux gens ce qui ne changera pas. Parce que quand on leur dit ce qui va changer, il y a de l'incertitude, c'est normal. Parce qu'on a peur là-dedans qu'à travers le jugement qu'on pose aujourd'hui, c'est comme si on se disait depuis 15 ans, 20 ans, on n'est pas bon. Ça n'a pas rapport. On a été très bons. Maintenant, la situation a changé. Le contexte change. La réalité change. Du fentanyl, il y a 10 ans, en tout cas, je ne suis peut-être pas un expert, mais il me semble qu'on n'en parlait pas. Il y en avait peut-être, mais ce n'était pas comme c'est le cas présentement. Les opioïdes, c'était différent. La santé mentale, c'était différent. Le logement, on n'était pas du tout dans la même ligue, là. Les chaînes d'approvisionnement, construire un logement, maintenant, on n'est plus capable d'avoir une offre et une demande qui s'équilibrent. On a toujours fait confiance au marché parce qu'on se disait, s'il y a un marché, il y a quelqu'un qui va construire l'offre pour répondre à la demande. Donc, s'il y a un marché pour des appartements à 150 000, bien, il y a un promoteur qui va dire, il y a de l'argent à faire, j'en construis. Puis s'il y a un marché pour des logements à 200 000, des condos à 250, bien, je vais le faire. Puis on se rend compte que les promoteurs ne le font plus parce qu'ils ne sont plus capables de le faire. On n'arrive plus à construire un marché qui s'équilibre. Alors, on n'était pas là. Alors, le but, ce n'est pas de se dire on était mauvais, on n'était pas bon. Le but, c'est de se dire maintenant, on fait quoi? Rallier une large coalition. Encore là, je ne pense pas que j'ai besoin de passer trop de temps à cette 4e étape. Vous avez déjà ça. Vous êtes capable, à vous, là, réunis, là, d'avoir la coalition pour transformer une communauté. Et vous l'avez déjà. Se mettre en mouvement. Ça, c'est des fois des choses qui font en sorte qu'on a peur. Se mettre en mouvement, ça veut dire des fois accepter de se tromper. Puis là encore, je vais nous lancer, puis on en a parlé avec la ville de Granby. Les villes, on était des fois très, très peu heureuses à se mettre en mouvement. Tout d'un coup, on fait une erreur. Hein, tout d'un coup, qu'on se trompe. Puis là, ça veut dire quoi si on se trompe? Bien, je vais peut-être être coupable. Fait que j'aimerais ça aller me chercher un 2e avis, puis un 3e avis, puis un 4e avis, puis il y a les avocats, puis il y a les comptables, puis il y a ci, puis il y a ça, parce que je ne voudrais pas que ça soit, je vais être tout seul à me tromper, puis être sur la place publique. Puis les politiciens là-dedans, on est experts pour dire, hey, moi, mais tant qu'on ne sera pas plus agile que ça, à se mettre en mouvement, à apprendre les uns des autres, à essayer des choses, puis à accepter de se tromper, on va nécessairement rester sur le quai de la gare en se disant, d'un coup, je me tromperai de train. Je préfère attendre. Quand je vais être sûr que c'est le bon train, je vais embarquer. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a? On a du monde qui souffre. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a? On a des organismes complètement à côté, épuisés. Pendant ce temps-là, on a des services municipaux, des services provinciaux qui n'y arrivent plus. Y a-t-il quelque chose de grave à essayer, quitte à se tromper? Ça peut-tu être pire que maintenant? On peut-tu se redonner cette foi collective en se disant, c'est pas grave si on se trompe, on va avoir appris. Puis savez-vous quoi? Quand je regarde le génie québécois, là, puis François pourrait vous en parler, ce qu'ils ont fait dans les Laurentides, là, il y a pas mal d'affaires qu'on peut apprendre les uns des autres pour aller pas mal plus vite que ce qu'on fait actuellement. Si on arrête de se penser unique d'une région à l'autre. Ça, c'est mon mantra en passant. Je faisais la tournée avec les CIS et les SUS quand je travaillais en prévention du suicide. On travaillait sur les bonnes pratiques. À chaque fois qu'on arrivait dans une région, prenons Granby,
On commençait, puis les gens me disaient, hier, vous étiez à Sherbrooke. Hein? Ici, c'est bien différent de Sherbrooke. Puis la veille, hein, vous étiez à Drummondville. Ici, c'est très, très différent de Drummondville. Drummondville, là, oui. Et là, tu dis, ah oui, bien parfait, je vous crois. Puis c'était comme ça partout au Québec, parce que les gens savaient où on avait été avant. Je disais, parfait, dites-moi, quelle est la réalité en prévention de suicide? Bien, les policiers sont écœurés d'aller à l'hôpital, que le patient ressorte plus vite que le policier a le temps de finir son rapport. Les médecins ne collaborent pas. Les groupes communautaires sont comme si. Sortait une liste, là. Puis on disait, parfait, ça c'est votre liste, on l'a noté. Ça, c'est mot pour mot la liste d'hier à Drummondville. C'est la même. On aime ça se croire unique parce que ça nous donne la valeur, mais savez-vous quoi? C'est pas parce qu'on a des réalités similaires qu'on n'est pas capable d'amener notre couleur, qu'on n'est pas capable d'être des génies. Mais la capacité de regarder les autres, de se dire, à travers ce qui se fait ailleurs, là, on peut peut-être aller plus vite. Parce qu'ailleurs aussi, on fait des erreurs. Puis à apprendre de leurs erreurs, on peut nous aussi être plus agiles. Mais ça suppose cette ouverture de se dire, ce qui se fait au Québec, là, ça peut s'importer dans pas mal d'endroits. Puis ce qui s'importe mal, parce que c'est vrai que les systèmes ne sont pas tous pareils, là, il y a assez de génie dans la pièce pour être capable de l'adapter. Il y a assez de génie dans la pièce pour dire, on va en faire 80 mais ce 20 %-là, on pense que dans notre milieu, à cause de l'organisme communautaire qui a cette super expertise-là, ou à cause de comment nos gens travaillent, on va l'adapter. Il y a assez de génie dans cette pièce-là pour y arriver. Quick wins. Ça vient avec l'idée de se mettre en mouvement. Nos citoyens, les gens autour de nous, ont besoin de voir comment on peut y arriver parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent qu'on peut prévenir et on peut travailler avec l'itinérance. Quand je dis au monde à Québec, on a un projet avec 8 organismes. Ça s'appelle Porte-Clés. 8 organismes qui ont décidé de travailler ensemble. Extraordinaire. Sur une période de 4 ans, avec les ressources qu'ils avaient, ils ont travaillé avec 300 personnes itinérantes. On n'est même pas en prévention, là, 300 personnes dans la rue. Ils ont atteint, après 4 ans de travail, ce n'est pas 4 ans avec chaque personne, là, mais 4 ans de travail continu, certains ça a été pendant 2 mois, certains ça a été pendant 1 an, 87 % de stabilité résidentielle. 87 % de stabilité résidentielle. C'est possible. Mais savez-vous quoi? On est limité dans les ressources, sont limités, sont à côté. Il faut être capable d'en faire plus pour leur donner plus de ressources. Mais 87 % de résidentiel, si ça ne témoigne pas qu'on est capable de faire des différences énormes, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va témoigner ça. Puis il y a quelqu'un qui va vous dire, ouais, mais il reste 13 % On va continuer, on n'abandonnera pas. Mais il y a 87 % de gens maintenant qui vivent en résidence. Certains soutenus, certains n'ont plus besoin d'être soutenus, certains ont retrouvé le chemin du travail, d'autres ne le retrouveront jamais, certains font du bénévolat. Mais là-dedans, il y a du monde qui ont retrouvé de la dignité, qui ont retrouvé du pouvoir sur eux-mêmes. Puis c'est pas toujours facile, là. C'est pas, hey, t'es rendu en résidence, c'est donc bien extraordinaire. Mais non, eux autres aussi, comme nous, ils se battent au quotidien avec leurs défis, leurs monstres, avec les petites nuits, les petits mardis matins. Ça nous arrive tous. Mais ils sont capables de retrouver un endroit sécuritaire. Ils sont capables de retrouver un endroit où ils peuvent être eux-mêmes, où ils peuvent pleurer sans se faire juger, où ils peuvent être avec des amis, avec des proches, puis vivre un peu une vie qui a du sens pour eux. C'est leur vie. Maintenir l'accélération, ce sera la 7e étape. On n'est pas rendu là, là. Il faudra être capable, quand on aura eu nos premières victoires, pas se dire qu'on est rendu à destination, mais de maintenir la cadence. On en reparlera plus tard, parce que quand on sera rendu là, ce sera un beau problème. Puis je termine avec la dernière étape, mettre ça dans l'ADN. Mettre ça dans l'ADN du Québec, dans l'ADN des gens de Granby, dans l'ADN des gens de la Montérégie, de l'Estrie, de la Capitale-Nationale, qu'il n'y a pas un Christi de mur qui est trop haut qu'on ne puisse pas le surmonter. Que prendre soin de notre monde, c'est un immense projet nationaliste. Que prendre soin de notre monde puis d'abandonner sur personne en chemin, même si c'est parfois dur, même s'il remet le genou au sol, même s'il retourne dans la rue après y avoir trouvé un super logement, que prendre soin de nos intervenants qui travaillent avec ces gens-là, que prendre soin de nous, là, on y gagne tous, humainement parlant. Puis j'ai pas besoin de faire le calcul, mais je vais le faire pareil, parce qu'il y a des gens pour qui ça parle. On évalue, l'UMQ a fait le travail avec des spécialistes, qu'une personne qui vit dans la rue, elle a un coût, hein? Pourquoi elle a un coût? Parce qu'elle ne vit pas en aparté, là. Elle ne vit pas dans un monde théorique, là. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de soutien, il y a des coûts reliés à ça. On évalue que c'est 75 000 $ par personne itinérante par année. Quand je vous dis ça, ce n'est pas dans le but de rendre ça économique. C'est juste dans le but de se dire, est-ce que ça veut dire, quand on nous dit qu'on n'a pas les moyens, moi, la question que je me pose, on a-tu les moyens de ne pas le faire? C'est vrai que le 75 000 il ne vient pas d'un seul budget.
Il vient du budget du CIUS, il vient du budget du gouvernement du Québec, la sécurité publique, l'itinérance, la santé des villes, de la police, de l'intervention sociale, l'intervention communautaire, des bibliothèques. Nommez-les, là. Mais on reste quoi? On reste chacun en vase clos en disant, bien, c'est pas vraiment mon 75 000, donc on n'investira pas là-dedans. On se terre dans ce qu'on est en train de faire en se disant, bien, la situation actuelle n'est pas tolérable, mais j'ai rien à y changer. Je termine, Granby, en vous disant, fondamentalement, en vous répétant pourquoi on a besoin de vous autres. Parce que je pense que vous avez ici les ingrédients pour faire école au Québec. Vous n'êtes pas les seuls, là, mais vous avez les ingrédients pour faire école au Québec. Vous avez du monde extraordinairement visionnaire. Vous avez des politiques engagés. Vous avez des groupes communautaires qui sont à pied d'œuvre. Vous avez du monde qui accepte de se réunir dans une salle un vendredi de fin novembre avec à côté comme ça de courriels et de travail à faire, puis qui disent on peut travailler ensemble pour faire une différence. Je pense que vous pouvez éduquer le Québec. Je pense que vous pouvez éduquer le Québec dans une voie qui va certainement nous amener vers quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus fort. Une voie où on n'échappe personne. Une voie où on tisse un filet social qui accepte de dire, courage de dire, on ne laissera tomber personne en chemin. Puis oui, on va l'atteindre, cette idée où on ne tolérera plus l'itinérance. Pas l'itinérant, là, l'itinérance. Oui, ça va supposer qu'on soit tous meilleurs et qu'on fasse tous un peu différemment. Mais sinon, qu'est-ce qui nous attend? Le statu quo aujourd'hui, là, si on se retrouve dans un an et on a fait juste ce qu'on fait actuellement, on va-tu être fiers de nous? Pas parce qu'on n'aura pas eu d'engagement total, mais parce qu'au final, s'il n'y a pas une question de résultat à la solde de notre travail, on sait que ça veut dire que dans la rue, il y a plus de monde. Puis il y a du monde qui a mal. Si on le fait pour chaque personne qui a mal, si on le fait pour chaque personne qui met un genou au sol, je pense qu'on est obligé de se dire, d'accepter de se regarder soi-même, nos institutions, nos organisations, de se dire, le seul objectif qu'on peut se donner, c'est celui de se dire, comme Québécois, qu'on n'abandonnera jamais. Et qu'il y a une seule issue possible, celle de construire un Québec sans itinérance. Merci tout le monde.